Chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse, c'est notre rendez-vous de fin de mois qui permet de dresser ce grand tableau de bord des marchés qu'on vous apporte comme un outil d'analyse avec plusieurs dimensions, 3 dimensions d'analyse, les flux, la météo des marchés, les enjeux techniques avec nos 3 experts et invités. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Bonsoir Jean-François. Oui, bonsoir Grégoire. Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Par Gestion. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Grégoire. Et Laurent Albi qui nous rejoint à nouveau pour ce rendez-vous mensuel, responsable de Next Momentum. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Le tableau de flux, pour commencer avec vous, Jean-François. Où est allé l'argent des investisseurs? Sur quelle classe d'actifs? Sur quelle catégorie de marché a-t-on retrouvé des flux positifs ou négatifs, puisque nous sommes dans une période un peu troublée pour les marchés, et les marchés actions notamment. Alors Grégoire, c'est pas de bonnes nouvelles, c'est plutôt négatif. Ça reste négatif. Le mois dernier, on avait parlé de décollecte et de sortie, notamment sur les actifs risqués, fonds actions, fonds diversifiés en tête, et ça s'accélère malheureusement, les sorties s'accélèrent. Sur les fonds actions, on était à moins 17 milliards en rythme mensuel sur septembre, on sera à moins 20 milliards sur octobre, donc ça continue à sortir sur les fonds actions. Les investisseurs, on parlait le mois dernier de prudence, je pense qu'on peut parler de défiance en ce moment. Il y a une sorte un peu de phase d'abandon. On retrouve en fait les pires mois en fait de 2022 sur les 3 années que l'on vient de vivre, mois par mois, on est sur le pire mois en ce moment. Il y a une réminiscence de ce qui s'est passé en 2022. En tout cas, en termes de flux, là, vous dites, effectivement, août, septembre et octobre vont être des mois en termes de décollecte action. Historique. Voilà, on est sur des niveaux records. Je pense que les investisseurs en début d'année étaient relativement sereins sur les actions. C'était même des mois positifs en se disant bah oui, il y a de l'inflation, mais quelque part on est sur un environnement macro assez solide, une croissance qui résiste, etc. Je pense que les banques centrales ont eu des déclarations très dures en disant vous avez peut-être pas bien compris, mais on va être très dur, on veut vraiment refroidir et faire baisser l'inflation et atteindre notre objectif de 2%. Et les marchés donc on l'ont intégré avec 2 effets. D'une part, si ça refroidit, c'est plutôt au détriment des actifs risqués du cycle. On s'attend à des mauvaises nouvelles dans les mois qui viennent. Et si ça reste très dur par les banques centrales sur les taux directeurs et que les taux continuent à monter, finalement, c'est plutôt positif sur le monétaire, les taux variables, et donc j'investis toujours sur le monétaire. C'est le deuxième mouvement qui nous amène à dire que c'est un mouvement de prudence, de défiance, risk-on, risk-off, dans le sens où on sort des actions, on fait du monétaire. Le monétaire rapporte 4-5%. Oui. Soit sur l'Europe, si je regarde juste quand même les flux actions, là, donc effectivement, je compte sur l'année 2023, il y a 3 mois de collecte positif pour l'instant à date. Oui, c'est ça. Donc on est passé en négatif au mois d'octobre, donc il n'y a plus de collecte positive depuis le début de l'année si on accumule, si on fait en cumuler. Et pour l'ensemble de l'industrie, on est sur une année à fin septembre qui était flat et qui, du coup, au mois d'octobre, passe en négatif. Donc c'est une année pour rien, j'allais dire. Alors en termes de mix produit, c'est pas très terrible dans le sens où des conseillers financiers, les distributeurs avaient expliqué à leurs clients pendant 15 ans qu'ils ne fallait pas faire trop de monétaire et de fonds en euros, qu'il fallait faire des unités de compte. Et là, on se retrouve avec un branle-bas de combat, un changement à 180 degrés sur retour sur des fonds monétaires, des comptes à terme. Mais vous savez bien que la rentabilité est sans doute 10 fois inférieure. Donc, en termes d'unités de compte, si vous avez vendu du fonds monétaire ou dans les comptes titres, si vous avez vendu du compte à terme, etc., l'industrie, dans son ensemble, pâtit de ce genre d'effet de ciseau. Quand on compare effectivement alors la décollecte ou la dynamique négative de collecte sur les actions par rapport aux autres grands marchés, on voit effectivement sur vos graphiques là, cette dynamique des marchés collectés, des marchés monétaires. Qu'est-ce que ça donne en termes de collecte pour avoir une idée quand même des montants collectés aujourd'hui? 10 milliards par mois sur septembre-octobre, donc c'est des montants qui sont très forts. C'est normal, vous avez une inversion de la courbe des taux, donc on va sur des taux très courts. Une inversion de la courbe des taux aussi pour des spécialistes, les économistes, c'est plutôt une situation de récession, enfin un signal pas très positif. Hein, on a connu ça en 2006-2007 et en 99, donc ça rappelle des moments un peu compliqués pour les marchés. On y est, et donc les investisseurs essayent d'en profiter en se disant il est temps d'avoir du cash.
Et en plus, si jamais j'ai des points bas dans les mois qui viennent, je pourrais changer mon fusil d'épaule. On a un gros mouvement de repentification, mais c'est pas encore suffisant. On reste quand même sur une pente négative entre du très court et du long, quoi. Ouais, c'est ce qui fait qu'on est sur une défiance et une aversion au risque, c'est qu'on reste sur du cash, de la liquidité. Il est urgent de ne pas prendre de risque, même sur l'obligataire. Au sein de l'univers actions, donc on l'a compris, des collectes sur les actions européennes, est-ce qu'il y a d'autres types d'actions, d'autres actions en termes de zone géographique qui se comportent un peu mieux ou pas? Alors oui et non. Ce qui est remarquable, c'est que les investisseurs, quand ils font des actions, ils font des actions américaines. Voilà, donc c'est les méga caps, le retour à la visibilité qui continue et à la qualité, on va dire. Donc dans un environnement, on l'a vu, action, on est de l'ordre de 20 milliards de décollecte. La moitié de la décollecte se positionne sur les marchés européens. Les investisseurs continuent de sortir des actions européennes. C'est 9 mois consécutifs de décollecte sur des fonds actions Europe. Donc l'Europe reste toujours un peu le maillon faible de la classe d'actifs. En termes de style d'investissement, on est toujours sur l'idée que la gestion passive, en tout cas ceux qui veulent s'exposer au marché action, le font de préférence à travers des fonds passifs. Oui, alors on retrouve les deux mouvements que j'évoquais à l'instant. Vous faites des marchés américains, vous faites des grandes valeurs, des méga caps, donc autant prendre des indices dans l'environnement actuel. Vous avez la liquidité et le mouvement pour le faire, donc c'est plutôt les ETF qui vont être favorisés. Deuxièmement, la gestion active. Dès que vous sortez un petit peu des indices, dès que vous avez l'idée de faire des small mid caps, si vous avez eu l'idée de faire de l'ESG, si vous avez l'idée de faire des thématiques, etc., ou de prendre un risque de l'actif cher, comme on dit, sur par rapport aux indices sur des valeurs, vous prenez la plupart du temps un peu des contre-performances. C'est très compliqué d'aller surperformer les indices et de faire de la valeur. Si vous prenez l'exemple du CAC 40 et du marché français, tous les flux vont sur le CAC 40 et les performances s'en ressentent, que vous descendiez sur SBF 120, 250, mid, small, micro, etc. C'était très compliqué pour ce genre de segment. Donc tous les gérants un peu actifs, stock pickers qu'on a en tête et qui ont fait ce chemin s'en mordent un peu les doigts. En tout cas, c'est compliqué et ça génère des contre-performances. Pour vous donner une idée sur le marché français, le top 10 en fait sur les actions françaises, alors que ça reste positif sur le CAC 40. Oui, bien sûr, on est encore à plus 5, plus 6, voilà. Oui, peut-être un peu moins ce soir. Voilà. Dans le top 10, il y a 7 ETF qui font autant que le CAC ou qui battent le CAC. Donc on voit que on est autour des indices sur ces marchés-là, que ce soit français ou américain. Quand on prend le critère ESG, non ESG, intéressant de noter que depuis quelque temps, l'ESG intéresse un peu moins. Et ce que je vois sur votre graphique, c'est que ça s'est même peut-être un peu accéléré ces derniers mois. Oui, il y a une défiance sur les thématiques ESG. Il y avait, en début d'année, on avait parlé de prise de profit, de performance extraordinaire. Bien sûr. Sur les 2020-2021 avaient été des années spectaculaires en termes de collecte. Alors, à la fois sur les performances et sur la collecte. Bien sûr. Les deux étaient liés, c'était un peu auto-entretenu. Aujourd'hui, il y a un effet ciseau assassin depuis la guerre en Ukraine, où les investisseurs reviennent sur des thématiques non ESG par définition. L'industrie, la défense, le pétrole, les valeurs un petit peu refuge et la tech. Ce qui marche, quoi. Voilà, non, mais si vous me dites défense et pétrole, c'est quand même, on fera le bilan à la fin de l'année là-dessus, mais c'est quand même une année où c'était bien d'avoir du secteur de la défense. Donc c'est plutôt non ESG. Et il y a eu un retour des investisseurs en début d'année sur la tech, qui avait été massacré en 2022. Donc il y a une gestion tactique, j'allais dire, des thématiques qui est intéressante. Et c'est plutôt en défaveur des thématiques ESG. En plus, la réglementation est venue apporter un peu de trouble dans cet univers. Donc les investisseurs et les réseaux de distribution sont vraiment sur les freins, ont sorti le frein à main sur ces thématiques. La seule qui s'en sort un petit peu, c'est par exemple l'économie circulaire. C'est vraiment très ponctuel. Mais la partie climat, eau, énergie renouvelable, éolienne, photovoltaïque, c'est un peu le bain de sang. Bien sûr, tiens. Transition parfaite, parce que si on enchaîne sur la météo des marchés avec vous, Bertrand Lamiel,
Il va falloir effectivement faire un peu le point sur ces valeurs et ces crashs historiques auxquels on assiste. Alors ça existe toujours dans l'histoire des marchés, mais c'est vrai que là on a une fréquence quand même d'événements assez unique en matière de baisse, en l'occurrence, dont il faudra parler. Mais globalement, là, qu'est-ce que vous retenez du comportement du marché au terme de ce mois d'octobre? Il y a de la volatilité, il y a du stress. On n'a pas le sentiment non plus qu'on est en zone de panique totale. Alors, il y a de la volatilité, non. Si on regarde les indices de volatilité américains, européens, on est sur du 20, 21. Donc, on était sur du 15, 16. Donc, certes, elle est remontée. Mais on est sur la ligne de crête. Voilà, au-delà de 20, on va peut-être commencer à se poser des questions. J'imagine Laurent nous en parlera tout à l'heure. Mais voilà. Donc, c'est remonté, certes. L'or est remonté, mais on est en dessous des 2000. Donc, il n'y a pas non plus un rush absolu sur l'or, alors même que le dollar profite aux Européens. Donc, voilà. On peut regarder différentes choses et on s'aperçoit que, oui, il y a, et on a vu une fréquence qui s'augmente sur des titres qui étaient déjà en perte. Donc ceux que j'ai notés, là, les Worldline, EuroAPI... Donc c'est les zombies et les extraterrestres, c'est comme ça que vous les appelez. Ça, c'est les sociétés qui, avant des profit warnings, le premier et le deuxième, étaient déjà du côté des moins 20, moins 30. Et donc se retrouvent du côté des moins 40, moins 60% depuis le début de l'année. Donc le fait d'avoir perdu, donc dans un marché qui arrive à être légèrement positif, d'être déjà très en retrait, avec du moins 20, moins 30, en fait, ça ne les a pas protégés. Quand ils ont sorti des mauvaises nouvelles, le marché a encore tapé plus fort dessus, et on a vu des moins 15 à moins 40 dans la journée sur des titres comme ça. Et donc, ça, on a vu une fréquence augmenter. Là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, ça a toujours existé, mais là, pour le coup, ça tape coup sur coup. C'est des valeurs, un ou deux par semaine. Worldline, c'est une valeur CAC 40. Alors, c'est pas une grosse valeur. Elle l'est beaucoup moins aujourd'hui, c'est sûr. On trouve des mid-cap avec des tailles plus importantes que Worldline aujourd'hui, qui restera sans doute pas au sein du CAC 40 encore très très longtemps. Mais c'est quand même des valeurs qui font partie de l'indice vedette d'un pays comme la France. On nous dit que Euronext Paris est le premier marché boursier aujourd'hui, peut-être en Europe, peut-être même devant le marché britannique en termes de capitalisation boursière. C'est quand même... c'est pas une petite small cap sur un marché pas liquide, etc. quand même. Non, et puis on a Sanofi aujourd'hui. Et oui, on aurait pu... Voilà, la liste, je vois que la liste... n'aurait pas été dans les zombies. Vous l'auriez pas mis dans les zombies quand même. Jusqu'à présent, elle faisait le job. D'accord. Elle arrivait à suivre les indices. Et là, on parle de 100 milliards de market cap. Il n'y avait pas d'indice de faiblesse sur Sanofi. Ouais. Elle n'était pas exceptionnelle. Dans le secteur, c'est vraiment pas la meilleure, puisque en Europe, c'est Novo Nordisk qui fait record sur record. Novo Nordisk, on est quand même à un sujet où le directeur financier parle régulièrement au directeur du Trésor du Danemark, parce que la capi de Novo Nordisk, c'est le PIB du Danemark. C'est dingue. Et donc, en fait, ils sont obligés de couvrir la couronne suédoise en fonction des anticipations de rentrée de couronne de chez Novo Nordisk. Ça vous donner une idée. Ils ont peur du syndrome finlandais avec Nokia. C'est-à-dire que Nokia, au moment de la bulle, avait vu sa taille, sa market cap être aussi élevée que le PIB, le bilan complet de l'État finlandais, et ça crée une dépendance, effectivement. Quand tout va bien pour Nokia, ça allait très bien pour la Finlande, et puis voilà, la suite de l'histoire a montré que c'était une dépendance qui pouvait aussi coûter économiquement à l'ensemble du pays. Donc voilà, et de l'autre côté, on a aussi des extraterrestres qui sont dans le marché qu'on connaît, dans le marasme qu'on connaît, sont capables d'avoir... Parlons-en, parce qu'on a moins parlé des extraterrestres, je veux dire, cette semaine dans Smart Bourse. Donc ça, c'est des dossiers qui sont à date du côté des 30-40% de performance depuis le début de l'année, et qui, dans le mois, ont connu des séances à plus 10, plus 15, souvent sur publication de bénéfices. La palme, c'est Abercrombie & Fitch, qui est à 160% depuis le début de l'année. American Eagle Outfitter, pareil, c'est dans le textile, ouais, bien sûr. Voilà, ça se comporte très bien. Donc il y en a un peu dans tous les secteurs. Et puis voilà, il y a des dossiers type Virbac et Nemetschek. Donc Virbac, médication animale, et Nemetschek, c'est des logiciels qui permettent de faire la construction et de suivre le flux de A à Z, qui eux sont un peu les phénix, sont en train de revenir, ont sorti des bons et sont en train de sortir de l'ornière et se comportent plutôt bien. Donc on a vraiment un marché qui est vraiment étiré là-dedans, et on parlait typiquement dans la pharma. Vous avez une Moderna qui était la star du Covid, qui est à moins 40, et oui, après, x3, x4, x5, c'est ça, pendant 2 ans. Qui avait dû faire un 400%. Ouais, c'est ça. Ouais. Et inversement, de l'autre côté, une Novo Nordisk qui a plus 40, plus 60. Juste petit tour de table, messieurs, pour essayer d'être un peu pédagogique aussi dans
cet exercice. Quand on se retrouve, voilà, on est investisseur boursier, qu'on se retrouve avec dans son portefeuille une valeur qui décroche, boum, le matin de 60%. Évidemment, on n'a rien vu venir. Alors, Worldline et les paiements, ça baisse depuis 2 ans, donc peut-être que certains ont coupé avant, mais typiquement, comme vous disiez, une Sanofi ce matin, plein de gens ont c'est fonds de portefeuille. Enfin, je veux dire, tout le monde peut avoir du Sanofi en portefeuille. On se retrouve avec un matin la 5e capitalisation boursière du CAC qui fait moins 20. Alors, il n'y a pas une bonne manière d'agir, mais quelles questions on se pose et quelles sont les manières dont on peut réagir à ce genre d'accident quand on est investisseur boursier. Bertrand, et puis je veux bien vous entendre là sur cette question. C'est arrivé plusieurs fois ces derniers jours, peut-être que ça arrivera encore dans les prochains jours. Et en fait, il faut faire comme Fabien Galtier. Ah, l'homme en forme du moment. Il faut faire jouer l'homme en forme du moment. C'est-à-dire que vous regardez le comportement des valeurs, et donc vous pouvez le retrouver sur Eclairys, c'est l'application on en avait déjà parlé, donc qui est gratuite, tout le monde peut y aller. Redites le nom, comment ça s'appelle ? Eclairys. Voilà, ECLAIRYS. Voilà, c'est gratuit, c'est sur les stores. Et donc là, vous avez à peu près 2000 valeurs qui sont notées en continu sur des logiques d'étagement de moyenne mobile. Donc, tant qu'un titre est en hausse, donc en A, accélération, globalement, il n'y a pas... Voilà, vous laissez porter, vous laissez faire, juste vous rebalancez le portefeuille. Quand vous avez un titre qui commence à faire pause et que vous voyez apparaître les premiers niveaux de baisse, ça veut dire que le marché est en train de dire il y a mieux ailleurs, donc je préfère vendre celle-là et en acheter une autre. Donc il commence à y avoir des signaux et typiquement sur les dossiers qui sont là dans les zombies, ils sont en baisse depuis un moment. Oui, c'est donc, ça. Ils font moins bien que leur secteur, ils font moins bien que le marché et ils sont en baisse. Donc ceux-là, typiquement, il faut pas en avoir. Il faut que le cumul de ces valeurs-là, vous en ayez pas beaucoup en portefeuille. C'est-à-dire au-delà de 10-15, il faut commencer à agir. Il faut pas. Et après, elle peut pas être en première ligne du portefeuille. C'est-à-dire, si pour des raisons X ou Y, vous considérez qu'il faut la garder parce que les fondamentaux devront être au rendez-vous et que là, mettez-la en bas du portefeuille. Mais il faut vraiment gérer. Pondération. Et inversement, veillez à ce que les valeurs qui sont en forme, vous les ayez. Si vous les avez pas, trouvez des moments pour les faire rentrer et pour vous laisser porter sur le sujet. Et après, il arrivera. Sanofi, franchement, était plutôt pas trop mal noté. Ça arrive, mais ça, pour le coup, c'est l'accident. Il faut pas. Enfin, voilà. Alors après. Il faut peut-être essayer de se dire sur rebond, j'en donnerai, j'irai voir ailleurs parce qu'elle va mettre. Non, mais chaque cas est particulier, mais, bien sûr. Mais pour le coup, il y a quand même des choses assez simples à faire, c'est-à-dire que quand c'est mal barré, il faut commencer à rétrograder. Oui, mais alors, votre question, Grégoire, c'était une fois que le gadin est déjà arrivé. Parce que là, Bertrand, il a répondu, il a raison. Avant qu'il arrive, il y a des signes qui montrent que. Alors, mais une fois que c'est arrivé. Ouais. Alors moi, fois que c'est arrivé. Une fois que ça a perdu 60 ou que ça a perdu 20 en l'occurrence. J'ai une ligne qui est très simple et très claire. On coupe la moitié tout de suite. C'est-à-dire qu'on limite l'hémorragie. Parce que ça peut aller plus bas. Sanofi, on ne le voyait pas, le gadin d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment, ça prend tout le monde par surprise. Donc on peut se dire, bon alors sur ce prix-là, le coup classique, j'en reprends, etc. Mais peut-être qu'elle va prendre encore derrière, moins 15 ou moins 20. Enfin, on n'en sait rien en fait. Donc tout de suite... Alors, ça fait c'est du risk management, de la gestion des risques. Ça fait mal, mais on maîtrise notre portefeuille, on ne maîtrise pas le marché. Donc, quand on se prend un pain pareil, déjà, on limite le risque et on divise par 2. En tout cas, voilà, moi, c'est je comprends. Oui, parce que Siemens Energy, premier profit warning, et là on a eu le deuxième cette semaine. Oui, c'est ça. C'est l'illustration parfaite. Et Worldline, pareil. Tout n'a pas été rose depuis 2 ans dans la communication de Worldline, etc. Donc vous dites, il y a ceux qui ont déjà, où il y a déjà des signaux et des alertes qui normalement ont dû vous parvenir. Et puis il y a aussi, l'événement boom unique. On se lève un matin. Oui. Si je peux élaborer une seconde, prenons le cas d'Alstom. Oui, bon, c'était il y a 3 semaines, moins donc, 40. Alstom, on ne pouvait pas dire que c'était une bêtise à avoir dans son fonds de portefeuille. Les mecs se font découper. Donc, si on coupe la moitié de la position, c'est-à-dire que la moitié du cash qu'on récupère, on peut le refaire vivre ailleurs. Alors que si on reste collé, non seulement on risque d'avoir encore plus de baisse, mais on peut se dire, bon, mais ça y est, Alstom, c'est terminé, elle ne va plus baisser. Mais ça veut dire que tout ce cash reste immobilisé, et là, pour le coup, c'est encore plus lourd. Voilà. Mon conseil, ce serait de regarder, faire le distinguo entre ce qui est idiosyncratique et ce qui est systémique. Si c'est idiosyncratique, et que c'est lié vraiment à la valeur, à ce moment-là, on peut analyser la valeur, refaire les calculs et justement prendre des décisions de risk management. Si c'est le canari dans la mine, si c'est indicateur d'un risque systémique pour l'ensemble du secteur,
On l'a vu avec les banques. Il y a une première banque qui commence à décrocher et du coup, ça peut donner des questions sur l'ensemble du secteur. Je pense que c'est intéressant du coup de l'appliquer à l'ensemble de son portefeuille en disant je viens d'avoir un accident sur Sanofi, il y en aura peut-être d'autres dans la santé. Et la biotech, je vais refaire une analyse complète du secteur. Moi, je prendrais même plutôt l'exemple de Worldline, parce qu'avant Worldline, il y a eu Adyen il y a 2 mois, Nexi, pareil. Enfin, toutes les valeurs emblématiques du secteur sont au plus bas, donc ça doit quand même alerter. Exactement. On a des rumeurs d'intérêt de private equity sur Nexi en Italie, donc transformer etc. Une mauvaise nouvelle en bonne nouvelle en disant ça peut m'alerter, ça peut indiquer que le secteur est en difficulté, et à ce moment-là, je revois l'ensemble. Autre phénomène qui marque la météo des marchés en ce moment, Bertrand, ce sont ces mouvements de courbe de taux. Alors, vous appelez ça un aplatissement de la courbe, mais partant d'une courbe... Oui, non, mais on comprend. On était tellement inversé que le mouvement, c'est un mouvement de repentification, mais qui nous ramène d'une courbe inversée vers une courbe plus plate, et qui sera peut-être même positivement pentu à un certain stade. On n'y est pas encore, je crois, là sur le graphique que vous nous apportez, on n'est pas encore revenu sur une pente tout à fait positive pour les 2 ans, 10 ans, c'est ça qu'on regarde? Voilà, on regarde le 2-10 ans américain et allemand pour l'Europe, et donc ça se repentifie, ça veut dire qu'il y a la différence, le 2 ans rapporte toujours un tout petit peu plus que le 10 ans, mais l'écart est en train de se réduire. Logiquement, dans un univers qui va très bien, on est moins rémunéré en se positionnant sur du 2 ans que sur du 10 ans. Et donc là, d'où les phénomènes qu'on a en ce moment, c'est-à-dire que à quoi ça sert d'aller prendre du risque, d'aller prendre du 10 ans si j'ai une meilleure rémunération sur des 2 ans, et du coup, quand ça choque sur les taux, ça fait moins mal sur du 2 ans que sur du 10 ans, puisqu'il n'y a pas cette élasticité. Donc ça, c'est en train de revenir. Alors, c'est plutôt pas trop mal. Maintenant, il faut aller regarder concrètement pourquoi et les conséquences. Et surtout, le sujet, c'est que on parle de récession. Alors la récession, c'est compliqué parce que quand les États-Unis vous sortent un PIB à 4,9, on en parle un peu moins. Ok. Donc après, on descend, on regarde ce qui se passe. Ah ben oui, mais c'est la conso, ils ont pris sur l'épargne pour consommer, donc ça va pas durer. Pourquoi ? Si je suis capable de prendre sur mon épargne pour consommer, ça veut dire que je suis relativement confiant dans l'avenir. J'ai un travail, donc, je suis mieux rémunéré qu'il y a 3 ou 4 ans. Donc pourquoi ça pourrait pas durer encore un moment ? Bon. On est bien d'accord, c'est pas logique, mais voilà, en même temps, il y avait eu un tel surplus d'épargne pendant la période Covid parce que tout le monde a un peu flippé et en plus ne pouvait plus consommer. Donc ça, c'est en train de ressortir. Donc se dire que ça ne va arriver qu'une fois, c'est pas évident. Ça peut durer un petit peu. Par contre, il y a l'autre sujet. Là, c'est les économistes qui nous rappellent. Qui nous disent, ok, d'accord, courbe des taux qui s'inverse, c'est pas bon. N'oubliez pas que la récession, elle arrive plutôt quand on sort de l'ornière. Et c'est là, en général, qu'on a l'accident récessif. C'est quand la courbe se repentifie historiquement. Enfin, la repentification parfois violente de la courbe coïncide généralement. Historiquement, en tout cas, ça marche donc, de temps en temps avec le début d'une récession. Donc, on reste avec ce sujet de la récession qu'on nous annonce depuis 2 ans, qui n'arrive pas, et c'est très compliqué, objectivement, quand on regarde les chiffres qu'on peut avoir à droite à gauche, de se faire une véritable opinion. Alors après, le meilleur, à la fin, comme on achète des actions, le mieux, c'est encore d'aller voir ce que nous disent les boîtes et puis de regarder quelles sont celles qui peuvent nous donner de la perspective. On est en pleine période de publication, donc il faut en profiter. C'est compliqué parce que cette période de publication, depuis très longtemps, on est sur un mode les bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles, alors qu'avant, non. Il faut vraiment être très bon pour avoir un +2, +3 à la fin de la séance. Là où avec le même type de résultat, vous aviez un +6, +7 il y a encore quelques trimestres, là, quand c'est très bien, vous avez fait un +2, +3, c'est déjà bien. Ce qui est dingue, c'est que ceux dont on attend qu'ils fassent toujours mieux, alors vous les appelez les généraux, c'est ça, sur le marché américain notamment, visiblement, alors Amazon est pour l'instant un des contre-exemples, Microsoft a plutôt bien passé la barre, en tout cas la réaction de marché a été positive, mais on voit quand même très vite que ces titres se font emmener par d'autres, alors ça a été Tesla qui a baissé, Alphabet Google, Meta également, et même la hausse de Nvidia, alors Nvidia, ils publient, ils ont publié, ils publient mais ils sont déjà pas bien techniquement. Oui. Donc voilà. Donc il y a quand même l'idée que même les bons résultats d'Amazon aujourd'hui, je suis pas sûr que ça suffise à redonner beaucoup d'appétit pour la big tech américaine. C'est la nouveauté. Donc on le voit sur le graphique. Donc ça baisse sur le S&P 100 qui regroupe forcément les plus grosses et dans lesquelles elles sont très pondérées. Et quand on prend les 400 dernières, elles sont plus attaquées, mais il y a les grosses sont attaquées, mais les petites le sont aussi et important. Donc voilà, ça c'est compliqué, mais globalement,
sur les indices qui étaient tenus par les grosses, bon là c'est le moment où soit les autres font le job, soit manifestement ça va être encore un petit peu compliqué. Bon, Amazon, ça se passe très bien, ça prend 7-8% là sur la séance du jour à Wall Street, ça permet de soutenir en tout cas en partie un peu le marché américain. Semaine prochaine, on aura Apple, qui viendra clôturer le groupe des GAFAM. Laurent, j'en viens à vous à travers les enjeux techniques des actifs clés, à commencer par les taux, ou plus précisément les obligations. Oui. Ça nous permet de regarder les choses en prix et pas forcément en taux ou en rendement obligataire. Oui. Vous aimez bien regarder le papier à 5 ans américain, l'obligation du Trésor américaine à 5 ans, et vous nous montrez effectivement, alors sous forme de graphique, il faut toujours avoir en tête que c'est inversé par rapport au taux. Quand la valeur du papier baisse, les rendements remontent. Oui. Et donc là, vous nous apportez le graphique qui montre le plongeon de la valeur de ces papiers obligataires américains. Oui. Et ce plongeon, il pose problème parce que on a un indice de la volatilité, le MOVE Index, qui lui donc fait référence au prix. Et ce MOVE Index, à part l'épisode SVB en mars, où il a fait un pic à 200, mais c'était jamais arrivé, il fait ses pics à 130. Et où est-ce qu'il est aujourd'hui, le MOVE Index? Il est à 100. Donc il n'est pas loin. Donc il y a une volatilité sur les bonds qui est assez étonnante. Quand on prend le début du cycle de hausse de taux, il y a 3 ans et demi, et qu'on fait le prix moyen du MOVE depuis cette hausse, il est à 100, le prix moyen. Donc, on est au-dessus du prix moyen, et en plus, il grimpe. Donc tout ça, c'est pas bon. Ouais. Donc ça veut dire que les obligations, elles sont vendues. Ça veut dire qu'on a des taux, alors on est à peu près à 4,85 sur le 10 ans, on a des taux qui sont actuellement en train de monter, et je pense qu'ils vont continuer de le faire. Ouais. Voilà. Donc pourquoi je pense qu'ils vont continuer de le faire? Parce que quand on regarde ce graphique des prix, on voit rien qui rassure. Alors, peut-être que... Je trouve que c'est même beaucoup plus clair d'exprimer comme ça, parce qu'on se dit « Ah bah oui, 5% de taux aux États-Unis, c'est sûr, ils pourront pas supporter plus, ça va s'arrêter là. » Mais si on parlait d'une action... Enfin, quand on regarde, si on devait avoir le graphique comme ça du cours d'une action, on y verrait un couteau qui tombe. Oui, on y verrait un couteau qui tombe, et surtout, ça paye pas tout de suite d'être contrariant. Alors, si on se place maintenant du côté du rendement, bon, avec par exemple un 10 ans qui tourne autour de 5. Moi, j'ai un target haussier sur le yield à 5,35. Ah bah, moi c'est dit. Voilà, donc si on commence à les payer avec un rendement de 5, c'est pas la fin du monde. Non. On est au bout du chemin. Pour un investisseur long terme, évidemment. On est au bout du chemin. On sait très bien qu'il y aura peut-être encore une hausse de taux, ou pas d'ailleurs, par la Fed, mais on est arrivé au bout de ce cycle. Mais si on parle de timing et qu'on regarde ce chart, le timing, franchement, elles s'enquillent les unes derrière les autres, les bougies noires. Et on a 2 moyennes mobiles qui montrent que le momentum est en train de réaccélérer. C'est pas génial. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'on a un petit indicateur technique de momentum, le RSI. Et lui, il rentre à peine dans sa zone de survente. Donc c'est même pas tellement survendu. Il a de la place. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut être ultra bearish, même si c'est ce que suggère ce chart, parce qu'encore une fois, peut-être que l'histoire retiendra que ces propos que je tiens ce soir, c'est le point bas, justement. Je ne peux pas faire de pari, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, techniquement, je vois rien. Je vois rien sur les taux qui montrent qu'effectivement, on a un retour des acheteurs. Donc, concrètement, ça continue de baisser. Et ça, c'est pas très positif pour les actions, et c'est pas très positif pour la tech. Et la question que Bertrand posait et que je repose, c'est que si les généraux commencent à hésiter, est-ce que c'est les troupes derrière qui vont prendre le relais? En général, non. On va parler du S&P, mais il manque un petit mouvement de capitulation là, sur ces marchés obligataires, c'est ce que je comprends. Oui. Bon, alors, quand on voit juste le chart, là, on voit que cette jambe baissière, c'est la dernière de notre cycle. Ce qui est hyper dur, c'est où est-ce qu'elle s'arrête. Alors, on refait des décomptes sur une temporalité inférieure, et il manque encore une jambe. Il manque un petit repli, encore une jambe, et là, on termine le cycle
normalement, qui a commencé il y a 3 ans. On verra bien. Exactement. Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, déjà rien que ça peut mettre un petit peu de volatilité supplémentaire encore sur ces marchés obligataires. Quand on en vient aux actions et à l'indice large américain, le S&P 500, l'événement de la semaine, c'est qu'on semble avoir cassé quand même un seuil assez symbolique des 4200 points et on se retrouve toujours dans des zones techniques là à défendre. En tout cas, on sent qu'on est sur des zones importantes. Oui, et je pense que cette zone importante, on peut lui dire au revoir. Ah. Voilà. Donc, je pense que les 4200 points sur le S&P ne vont pas tenir. Il peut y avoir une réaction, parce que les tendances, ce n'est pas des lignes droites. Donc, il va y avoir peut-être une réaction intermédiaire. La clôture mensuelle est importante dans ce genre oui, d'analyse, mais Laurent. surtout, le mouvement est vraiment moche, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un vrai préjudice technique. Il y a cette polarité dont vous parlez à 4200 points qui est enfoncée. Voilà, on voit le chart. Donc, on voit ce niveau qui est enfoncé. On voit une sortie de canal. Bon, ça, c'est anecdotique, mais c'est quand même parlant. On voit des moyennes mobiles là aussi qui se retournent. Et mes moyennes mobiles, je les aime bien, Grégoire, parce qu'elles me donnent des bons signaux. C'est-à-dire que quand elles se retournent à la hausse ou à la baisse, en général, il n'y a pas... Alors, il peut y avoir toujours du bruit et un faux signal. Mais en général, elles donnent quelque chose qui dure. Et là, elles sont en train de se retourner à la baisse. Et donc, avec en plus cette sortie de canal et ce RSI, lui aussi, qui a tellement de place pour continuer de baisser, je pense qu'on va aller beaucoup plus bas. Alors, où est-ce qu'on peut aller ? On est allé taper un 38% de retracement de la hausse précédente. 38%, j'ai envie de dire que c'est le minimum syndical. C'est-à-dire que c'est logique, c'est sain, on fait une hausse, surtout la dernière jambe de hausse, elle est très vigoureuse, donc on la retrace. Mais si sur le 38%, on ne réagit pas, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on aille sur le 50. Ça, pour moi, c'est déjà pricé. La question, c'est est-ce qu'on va aller sur le 61,8 ? Et à mon avis, on va y aller. Donc, négatif. Sous les 4000, ça nous emmène, c'est ça sous les 4000, le retracement de Fibonacci 61,8. Peut-être rappeler les moyennes mobiles qui sont utilisées. 13 et 22. D'accord. Semaine, puisqu'on est en données hebdomadaires. 13 et 22 c'est semaines. Ça. D'accord. Oui, d'accord. Très clair. Très clair. Donc voilà pour le S&P 500. Un mot de la configuration technique du CAC qui nous intéresse toujours. Alors, le CAC, lui aussi, il est sur un support. Le 38%, qui est également une zone de polarité, à 6800 points. Bon, le mois dernier, j'avais dit il ira à 6008. Il y est allé. Je pense que lui aussi, il a un risque de continuer sa baisse. Le vrai point d'achat que je trouverais vraiment intéressant, c'est sur le 61,8, c'est-à-dire les points bas de décembre 2022, c'est-à-dire à 6360, 6000. Ça nous ramènerait quand même assez loin en arrière. Oui, mais je pense que c'est pas terminé, Grégoire, parce que vous voyez, on avait une tentative de soutien autour des 7050 points, et puis là, on a l'impression que ça lâche. Alors, l'analyse technique, elle n'est pas faite pour faire des pronostics. On peut en faire. Mais elle n'est pas faite pour ça. Elle est là pour nous donner les niveaux. 7050 points, c'est vraiment le niveau qui doit être repassé pour que ça s'améliore. Ouais. Si on ne les reprend pas, il n'y a aucune raison... On reste baissier, quoi. Voilà, on reste... Voilà, exactement. 7050, ça permet de neutraliser la situation. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que c'était une espèce d'excès sur des mauvaises nouvelles, mais qu'on revient dans le range. Mais tant qu'on ne repasse pas au-dessus de 7050 points, c'est imprudent de rester optimiste. Quels sont les actifs qui permettent de s'en sortir dans ce contexte ? Puisqu'on perd encore sur l'obligataire, hors rendement et coupons, bien sûr, ça paye, et ça payera, et on peut capitaliser dessus sur des logiques d'investissement moyen long terme. On perd encore sur les indices actions avec des tendances baissières qui sont peut-être en train de se confirmer, de s'affirmer encore un peu plus au moment où on se parle. Ou est-ce qu'on est en refuge ? Alors on est en refuge sur l'or. Techniquement, j'aime bien le graphique. Il y a eu un sursaut du gold de par la situation un peu tendue, on va dire, c'est un euphémisme, au Proche-Orient. Et donc, le métal jaune joue son rôle de valeur refuge. Mais au-delà de ça, il est fort. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'or continue d'évoluer sur les plus hauts, à l'intérieur de son range. Il est à 5% de son plus haut, donc il est très près. Il n'a jamais cassé les $1 800. Il repart à la hausse et il teste une zone de résistance importante. Je ne serais pas étonné qu'il n'arrive pas à la franchir du premier coup. Mais s'il y a un repli, à mon avis, ça sera une opportunité parce qu'il faut savoir que l'or est sur des cycles de 8 ans et qu'on a un nouveau cycle qui démarre en 2024 et que je suis par conséquent très très bull
Dans le nouveau cycle qui va démarrer, vous dites l'or... Indépendamment de la géopolitique, indépendamment de tout, parce qu'on peut peut-être supputer qu'il va y avoir une question sur les taux réels. Bien sûr. Voilà, donc c'est ce qui pourrait expliquer que l'or se remet en selle. Alors, c'est ce que je dis sur la Fed, hein. Higher for longer, ça ne veut pas dire higher forever. Non, mais si, c'est quand même important à comprendre. Qu'on parle des taux réels ou qu'on parle des taux nominaux. Bertrand, là-dessus, moi, ce qui je trouve spectaculaire, alors évidemment, les événements géopolitiques ont sans doute accéléré ou conforté une idée qu'on pouvait avoir sur l'or. Néanmoins, on a des taux réels, on en parlait, du monétaire, des taux réels à 2,5% aux États-Unis. Normalement, ce n'est pas un environnement où l'or doit performer. Non, oui, non, normalement, parce que vu qu'il n'y a pas de rendement sur l'or, on peut se dire on va. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il va falloir surveiller, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est que à ce stade, mais j'avais pas vu effectivement la dernière bougie, il n'y a pas eu un rush sur l'or, mais c'est vrai qu'en relatif, ce qui se passe versus le reste, oui, forcément, ça donne une force de rattrapage. Donc il faudra regarder ça dans prochains jours, prochaines semaines, en fait. Est-ce que la crispation monte? Donc là, on le verra. Enfin, le VIX redécollera largement au-dessus des 20, et donc on saura qu'on est dans ces moments-là. Il y a eu aussi une crispation qui a bénéficié au Bitcoin. Attends. Vous nous divulgachez la fin. Juste pour terminer sur l'or, parce qu'on ne peut pas parler de l'or sans parler du dollar. Moi, je suis baissier sur le dollar. Pour 2024. D'accord. Et c'est aussi un des facteurs, pas le seul, mais un des facteurs qui pourrait expliquer que l'or va rester au moins sur ces niveaux, voire monter plus. Oui, normalement, c'est corrélation inverse entre le dollar et les métaux, les matières premières libellées en dollars. Ça ne marche pas toujours parfaitement. C'est loin d'être automatique. On l'a vu sur le pétrole, d'ailleurs, ces derniers temps. Voilà. Donc, on peut avoir un dollar fort, on peut aussi avoir un je veux dire, si on est dans un nouveau... Enfin, après, c'est sky is the limit. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de niveau. Non, alors, il y a toujours des niveaux, Grégoire. Non, moi, j'ai une extension de Fibo à 2187, à 2309 et la troisième à 2436. Mais ça pourrait aller même sur le cycle haussier qui commence beaucoup plus haut. D'accord. Et des niveaux d'invalidation quand même? Alors, si on casse les $1 800 qu'on voit à l'écran, ça veut dire qu'on retourne sur le bas de range. D'accord. Si on retourne sur le bas de range, ça devrait réagir. Mais là, du coup, on est sur un actif qui est fragile, qui reprend de la vulnérabilité. Tant qu'il est au-dessus de $1 800, il est impérial. Et donc, le Bitcoin, pour faire plaisir à Jean-François. Le Bitcoin, c'est un peu le loser qui fait sa remontada incognito. C'est le comeback. Voilà, c'est le comeback du Bitcoin. Et je crois que c'est un vrai comeback, pour le coup. Parce que, d'abord, il a pris 120% depuis ses points bas à 15 460. Mais surtout... Ah oui, quand même. Ben oui. On a doublé en un an, là. Voilà, ben plus. Donc, vraiment, voilà, donc c'est vraiment une histoire sur... à part pour ceux qui sont... plugués au quotidien dans la sphère crypto, il y en a. Oui, il y en a de moins en moins. Enfin, il y en a eu moins. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne l'ai pas vu nuire. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas, je regarde quand même tant le cours du Bitcoin. Même en regardant, je ne me suis pas aperçu que ça avait doublé comme ça en un an. En fait, si je peux faire une digression de 30 secondes, toute cette histoire sur la crypto, ça me rappelle la dot-com bubble en 2000. C'est-à-dire qu'elles ont toutes disparu, enfin, à 2 ou 3 exceptions près, mais Internet est là. Je pense que la technologie blockchain, c'est même plus une question de savoir si elle va faire partie de notre environnement ou pas. En revanche, il va y avoir un grand nettoyage. Et le Bitcoin, alors que c'était soi-disant la moins pratique d'utilisation, et ben c'est celle qui finalement continue d'attirer les flux. Le statut s'est consolidé. Oui, d'une certaine manière. Le statut s'est consolidé et surtout, elle vient de sortir d'un range. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prochain target, c'est 37 500. Ça veut dire que c'est une grosse barrière à 37 500 et qu'il ne va pas y arriver du premier coup. Ça veut dire que s'il n'y arrive pas du premier coup, il va se replier où? Cadeau du marché, 31 500. Si le Bitcoin retourne sur 31 500, c'est un cadeau. Parce que ça veut dire que si à 31 500, on connaît le niveau, après, il faut que le marché confirme. Donc il faut qu'on retrouve des bougies d'achat sur 31 500. Mais si on les voit, franchement, ça veut dire qu'il va aller sur 46 500. Ça veut dire que derrière, il peut retourner sur les 65 000. Et là, ça veut dire concrètement qu'il peut prendre 50, voire 100%. Donc, techniquement parlant, le Bitcoin, il est beau. Il a une construction haussière
très bien structuré. Il a pris son temps. Il y a un analyste américain qui s'appelle Richard Wyckoff qui a très bien identifié ces zones de range dans les hausses. Il appelait ça des zones de réaccumulation. C'est-à-dire qu'il y a eu une première impulsion haussière. Il a fallu que le marché digère cette impulsion. Et puis quand ça sort par le haut, franchement, c'est puissant. Ouais. A priori. Alors, on ne sait pas. Mais a priori, c'est bien disposé pour continuer. C'est pas évident quand même dans l'environnement actuel. Alors oui, le cash, le monétaire, mais de trouver des valeurs refuges, en tout cas des stratégies qui diversifient, c'est pas un moment évident pour ça. Hein. Je pense que c'est difficile d'être contrariant quand on a ce contexte. Je reprendrai la maxime de Rothschild qu'on cite souvent qui dit « il faut investir quand il y a du sang dans les rues ». C'est un peu violent comme maxime. Comme sur les murs, oui. Voilà, ou acheter au son du canon. Ou, enfin, voilà. Oui, on les connaît, ces tous les proverbes. Bien sûr. Je pense que vu la baisse des marchés, vu le contexte, on commence à se poser des questions sur le réinvestissement 2024 et préparer son portefeuille. Je pense que l'année 2023 est un petit peu terminée. Ouais. Enfin, voilà, mais à oublier, en tout cas, c'était une année de transition. Je pense qu'il faut essayer de se projeter sur 2024 et il y aura des opportunités pour des investisseurs de long terme, toute classe d'actifs, l'immobilier, le private equity, les actions, les obligues. On va avoir des choses intéressantes. Pour l'instant, c'est encore en gestation. Difficile. Ouais. Bon. Après, je regarde les niveaux de cash, les gérants, enfin, les gens sont prudents quand même, j'ai l'impression. Les professionnels, hein, le cash... Ça, j'ai pas l'information à ce niveau, mais sur la difficulté, elle tient au fait que je ne sais plus si j'ai dit, mais la participation, donc le pourcentage de valeur haussière, on n'a pas eu ça, ouais. On est retombé à 16%. Donc en fait, sur l'intégralité, on suit 2000 valeurs, 1500 en Europe, 500 aux États-Unis. Il y en a 16% qui sont restés en tendance haussière. C'est très peu. Alors au plus bas de 2009, enfin de 2008-2009, mars 2009, on était descendu à 9%. Donc ça vous donne une idée que... Ouais. Parce qu'on regarde les indices, globalement, c'est plus 4, plus 5. Donc oui, c'est pas une grande année, c'est pas un grand cru, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, on a des accidents à droite à gauche, mais globalement les indices tiennent. Oui, mais en fait la réalité, c'est qu'ils ont tenu jusqu'à présent parce qu'ils étaient tirés par les LVMH et par la tech américaine. On voit que là, c'est en train de redonner. Et pourquoi les fantassins vont pas venir au secours ? En fait, c'est 16%. Si on avait un marché qui s'écroule avec les grosses, mais on a une participation à 50%, là c'est du velours. Il y aurait du réservoir. Là, en termes de stock picking, vous allez chercher des dossiers qui sont hors des indices et vous faites votre beurre, vous battez l'indice. Là, à 16%, c'est compliqué. Merci messieurs, merci d'être avec nous chaque dernier vendredi du mois pour ce grand tableau de bord des marchés. Bertrand Lamiel, Portzamparc Gestion, Jean-François Bay, Cantalis et Laurent Albi, Next Momentum.